Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le second thème de cet élargissement concernant les espaces urbains, à savoir la finance mondialisée. En effet, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le monde est interconnecté, que chaque espace est relié à d'autres espaces à travers les flux d'informations, les flux de personnes, mais aussi les flux financiers. Et cette finance, justement, qui se caractérise, qui prend place notamment à travers les bourses, a un impact extraordinaire sur l'espace urbain, comme en témoigne par exemple la crise des subprimes en 2008. Et c'est justement là-dessus que nous allons nous pencher aujourd'hui, puisque effectivement ce qui va se passer dans certaines régions va avoir des impacts extraordinaires sur d'autres régions. Ce qui s'est passé aux États-Unis a eu des conséquences même jusqu'en Suisse. Mais que s'est-il passé concrètement? À l'époque, les États-Unis jouissaient d'une conjoncture économique plutôt favorable. En effet, la fortune nationale avait tendance à augmenter, on assistait de la même manière à l'afflux massif de capitaux étrangers. Donc on avait une situation économique favorable tout simplement parce que on produisait de la richesse, on attirait des investisseurs, on créait des emplois, on créait des entreprises. Forcément, dans une situation aussi favorable que celle-ci, les taux d'intérêt vont baisser. L'offre immobilière étant limitée, on va construire de plus en plus. L'immobilier reste toujours une valeur refuge. Donc on va investir dans le domaine immobilier parce qu'on sait que l'argent qui sera mis dans la pierre nous reviendra à un moment ou à un autre avec des intérêts extrêmement intéressants. Parallèlement, on va progressivement assouplir les critères de solvabilité. Vous le savez aujourd'hui, pour devenir propriétaire d'un appartement, d'une maison, vous devez apporter certaines garanties. Tout simplement parce que si vous n'êtes plus en mesure de payer votre maison, la banque ne doit pas perdre l'argent qui a été investi, sans quoi elle ferait faillite. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'apporter notamment 20% de fonds propres en Suisse. Et donc si la maison ne peut pas être payée, la banque la saisira et saisira la valeur que vous avez vous-même ajoutée, ce qui lui permet de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et elle va revendre la maison une fois terminée aux valeurs qui lui permet d'atteindre finalement le montant qu'elle vous a prêté. Or, à l'époque, notamment aux États-Unis, comme la situation économique était plutôt favorable, on s'est dit qu'on pouvait prêter de l'argent à des gens qui n'étaient pas forcément en mesure de rembourser. Parce que il ne devait pas y avoir de catastrophe majeure. Donc, sans gros risque, ces gens étaient censés être en mesure de payer leur traite, c'est-à-dire de payer leur loyer aussi longtemps que la situation restait stable. Donc, c'est un risque, mais face à une situation qui est quand même plutôt favorable et positive, c'est un risque qui paraît assez limité. Et c'est d'autant plus important que la villa individuelle apparaît comme un idéal américain. Souvenez-vous-en, nous en avions parlé lorsque nous avons abordé la question des structures des villes, et notamment des villes américaines. Nous avions vu ces quartiers qui s'étendaient presque à l'infini, quartiers résidentiels, avec cet idéal de la petite allée dans laquelle on parque sa voiture, de la maison, souvent assez simple, mais qui permet justement de vivre en famille, et soit la cour, soit le jardin, qui permettent d'évoluer en extérieur lorsque le temps le permet. Cet idéal, c'est un idéal général, typique vraiment des États-Unis. La réussite, c'est de devenir propriétaire de sa maison. Et donc, c'est d'autant plus intéressant que justement, si on permet à plus en plus de monde d'accéder à la propriété, on va construire de plus en plus. Donc, on va redynamiser des villes qui jusque-là étaient stagnantes, parfois moribondes même, en développant encore un peu plus l'économie. Et puis, on va, à travers ça, générer de la richesse. Donc, c'est gagnant-gagnant. Les propriétaires deviennent propriétaires et les villes voient leurs revenus augmenter, leurs impôts augmenter, puisqu'il y a de plus en plus de contribuables, et surtout, sont de plus en plus attractives. Donc, très logiquement, on va prêter de l'argent à des gens qui ne sont pas forcément en mesure de les rembourser si la situation se complique, mais dans une situation optimale, tout devrait bien se passer. Les banques vont donc multiplier les hypothèques, ce qui va permettre aussi l'augmentation des commissions. Plus vous signez de contrats, plus vous accordez de crédit, plus vous gagnez de l'argent au passage. Donc, n'importe qui va encourager finalement l'essor de ces crédits. Et la situation se complique, avec l'apparition du crédit subprime. Déjà dès les années 90, ce crédit était connu, à tel point qu'en 2000, 70% des Américains accèdent à la propriété grâce à ces subprimes. Le principe des subprimes, il est relativement simple, donc faible solvabilité de l'emprunteur, des gens qui n'auraient pas forcément en d'autres circonstances les moyens de devenir propriétaires, mais qui, compte tenu de la situation, peuvent le faire.
et surtout taux d'intérêt ajustable, généralement faible durant les premières années et très élevé ensuite. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, quand on devient propriétaire, notamment en Suisse, vous avez la possibilité, lorsque vous contractez un crédit auprès d'une banque, de fixer ou non les taux d'intérêt. Le principe est simple. La banque vous prête 500, 600, 800 000 francs, mais elle ne vous le prête pas gratuitement. Vous allez devoir payer des intérêts sur cette somme, c'est-à-dire un faible pourcentage qui permet de générer un petit peu d'argent et donc qui va bénéficier à la banque. Vous pouvez fixer ces taux à 5, 7, 10, 15 ans, globalement. Ce qui vous offre une garantie. Vous savez que pendant 5 ans, vous aurez le même taux. Que les taux augmentent ou diminuent, le vôtre restera fixe au niveau de celui qui était en vigueur au moment où vous avez signé. Que ce soit à 5, 10 ou 15 ans, peu importe. Ça vous permet justement de conserver une certaine certitude, à savoir que si tout d'un coup la situation se complique, vous allez toujours payer la même chose. Par contre, vous pouvez aussi signer avec des taux d'intérêt ajustables, qui seront très bas forcément au début parce qu'il y a beaucoup plus de risques. Lorsque la situation est bonne, ces taux resteront bas, donc vous allez payer très peu. Moins certainement que si vous aviez un taux fixe. Mais si la situation se complique, ces taux vont augmenter très rapidement. Et vous allez payer beaucoup plus. Donc forcément, comme ça présente un risque beaucoup plus important, les banques jouent là-dessus pour accorder des crédits à des gens qui ne pourraient pas rembourser normalement, mais qui, grâce à ces conditions, ont une possibilité de le faire. À ça s'ajoute enfin la titrisation des subprimes. Ce qui va se passer, c'est que forcément, on va revendre ces hypothèques à des investisseurs. La banque va multiplier ces hypothèques, multiplier les crédits, parce que ça rapporte des commissions, parce que c'est intéressant. Et puis, elle va y voir aussi une opportunité financière, puisque ces crédits, ces hypothèques peuvent être revendus, transférant ainsi le risque, non plus le conservant à la banque, mais le transférant vers des agents boursiers, des gens qui travaillent dans la finance, des traders, qui eux vont prendre le risque à leur charge, vont revendre ces crédits à d'autres. Un peu comme une valeur boursière finalement. Tant que la situation est bonne, ces éléments, comme il s'agit d'immobilier, prennent de la valeur. C'est le principe même de bulle immobilière. Et lorsque la situation se complique, bien évidemment, les actions perdent de la valeur. Ici, tout le principe, c'est de générer encore plus de bénéfices, donc de vendre encore plus cher ce qu'on a acheté. Et donc, tout le système financier va être concerné puisqu'on va créer des packages, des ensembles qui comprennent des crédits subprime, des crédits avec plus ou moins de risques et qui vont se diffuser, qui vont être achetés en groupe, séparément, etc. à travers tout le monde de la finance. Jusqu'en 2008 où se produit la crise des subprimes. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la Réserve fédérale, la Fed, va relever les taux d'intérêt. En effet, ce qu'on constate, c'est que finalement, les biens immobiliers dépassent leur valeur d'emprunt. Sur le marché, en tout cas, dans le monde de la finance. Vous avez des produits qui s'échangent, qui se vendent à des valeurs qui sont bien supérieures à ce que les bâtiments valent réellement et à ce que les crédits accordés valent réellement. Donc, très logiquement, le gouvernement sent l'imminence du problème et va relever les taux d'intérêt pour essayer justement de faire face au problème de limiter la casse. Le problème, c'est qu'en relevant les taux d'intérêt, une part importante de la population qui a contracté ces crédits subprime ne sera plus en état de rembourser les banques, ni de rembourser les crédits qu'ils ont empruntés de manière générale. Et donc, très logiquement, lorsque vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre dette, les maisons seront saisies. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Suisse ou dans n'importe quel pays du monde. Si vous ne payez pas ce que vous devez à la banque reste propriétaire de votre maison jusqu'à ce qu'elle soit intégralement payée. Donc si vous ne payez pas, c'est la banque qui récupère votre maison et qui la vendra de manière à récupérer l'argent qu'elle a investi. Le problème, c'est que forcément, comme beaucoup ont accédé à ces crédits subprime, il va y avoir beaucoup de saisies. À tel point que certains quartiers entiers vont être désertés. On va avoir apparaître de la délinquance, des difficultés budgétaires pour de plus en plus de personnes. Et donc très forcément, c'est logique, si des quartiers entiers sont délaissés, abandonnés, la valeur des maisons va diminuer. Donc les propriétaires de ces titres, de ces hypothèques, vont se retrouver avec
des choses qui sont payées extrêmement cher, mais qui ne valent plus rien. Et c'est ce qui s'est notamment passé à Cleveland. Je vous invite d'ailleurs à ce site-là, nous le ferons certainement d'ici la fin de l'année, à regarder le film, le documentaire même, Wall Street, Cleveland contre Wall Street, sauf erreur, qui revient un petit peu sur cet élément, puisqu'à Cleveland, on assistait au départ de 100 000 habitants et à une croissance assez marquée de la délinquance. D'ailleurs, le film fait état du procès qui a eu lieu contre 21 banques de la part d'un certain nombre de citoyens justement qui se sont retrouvés pris à la gorge et expulsés de chez eux. En résumé, que s'est-il produit ? Taux d'intérêt bas, et hausse des prix de l'immobilier vont entraîner de plus en plus de ménages américains faibles revenus à contracter des crédits à taux variable pour l'achat de leur logement. Ce qu'on appelle donc des prêts subprime, taux variables et renouvelables, qui sont appuyés sur la valeur de la maison. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les taux d'intérêt vont être relevés de 1 à 5%, le prix de l'immobilier va baisser parce que les emprunteurs ne peuvent plus rembourser leurs biens. Et donc, on va avoir une forte chute de l'immobilier. Ces crédits, finalement, sont bien supérieurs à la valeur de la maison. Donc, les maisons vont être saisies et ceux qui ont prêté de l'argent vont faire faillite. Ce que vous trouvez d'ailleurs résumé un petit peu différemment ici et témoigne justement de cette situation assez complexe des prêts hypothécaires. Avec justement cette transmission, cette contamination, disons d'une certaine manière, de tout le monde boursier, qui va nécessiter l'intervention des banques centrales pour sauver la situation, puisque de très nombreuses entreprises, de très nombreux instituts se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles, amenant parfois à la faillite. Donc forcément, pour éviter que l'ensemble de l'économie ne s'effondre, l'État a dû intervenir. Et vous le voyez très bien sur ce graphique, la Banque Centrale Européenne a dû investir 155,8 milliards d'euros, la Réserve fédérale américaine 62 milliards de dollars. La Confédération suisse également a dû avancer de l'argent pour sauver par exemple UBS. Sans quoi, UBS se serait effondré et aurait fait faillite. C'était le cas de plusieurs agences de finance, c'était le cas de certaines banques qui ont fait faillite, qui se sont effondrées et qui ont entraîné finalement le monde entier dans une crise économique. Et c'est là justement tout l'intérêt de la finance mondialisée. Vous le voyez, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est généralisé au monde entier, tout simplement parce que aux États-Unis, ceux qui ont accordé des crédits les ont ensuite revendus dans le monde de la finance. Mais ces banques, c'était aussi des banques suisses, UBS par exemple, ou Crédit Suisse, qui étaient présents sur le territoire américain. Et donc forcément, si la filiale américaine est touchée, la filiale suisse l'est également. Et inversement, de manière plus générale, si la finance est touchée, comme tout le monde finalement est connecté à travers ces grands flux financiers, c'est le monde entier qui bascule. Et c'est pour ça que la ville et l'évolution de la ville a des conséquences certaines sur l'organisation du monde. Voilà pourquoi on parle ici de cet impact de la finance mondialisée sur la ville et sur son évolution. Sujet un petit peu plus complexe, bien évidemment, puisqu'il s'agit de finance, mais j'espère avoir été suffisamment clair. Dans tous les cas, je reste bien évidemment à disposition pour toutes vos questions et je vous souhaite comme toujours une excellente semaine.